Nous sommes au mois d'octobre 2022 et oui, ça y est, c'est terminé, c'est officiel, on peut le dire. L'hégémonie de Mercedes s'est arrêtée avec ce titre des constructeurs pour Red Bull. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Pistonnés. On va débriefer ensemble le 19e rendez-vous d'une saison 2022. Palpitante, on peut le dire, mais où le suspense a été un peu oublié. La F1 faisait étape du côté des États-Unis, mais avant d'en parler, je vais me retourner tout de suite, bien sûr, vers ce plateau, encore une fois, de rêve aux couleurs du Mexique ou d'Halloween. Vous voyez ce que vous voulez voir, bien évidemment. Monsieur Hamza Ramani, notamment, avec nous aujourd'hui. Salut Hamza, je crois que tu voulais commencer par une petite mise au point aujourd'hui. Alors, première mise au point, c'est très réducteur de comparer Halloween et le Mexique. Et caricatural. C'est le Dia de los Muertos en México la semana. Bravo pour ton espagnol. Bravo pour ton... Oh, bah, LV2, hein. Non, Véloce, comme on dit. Première chose, grosse bêtise à corriger sur ce qu'on disait la semaine dernière. Erreur que je prends pour moi sur l'interprétation du règlement qui a été mauvaise, une mauvaise lecture de ma part. Non. La fin de course a été... Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mal gérées à Suzuka, mais la fin de course a été bien gérée, puisque lorsque l'on arrive après les 2 heures de course, il y a effectivement ce plus un tour, mais lorsque l'on arrive à la fin du chronomètre des 3 heures, il n'y a pas ce plus un tour à effectuer. Donc voilà, erreur corrigée, mais c'est important de le dire. Il y a beaucoup de choses que l'on a pu dire la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines après Suzuka, mais en tout cas sur Leclerc, sur Alonso, l'inversion des résultats et le titre de Max Verstappen, tout a été bien fait dans les règles en tout cas. Eh bien merci pour cet erratum, mon cher Hamza Ramani, professionnel jusqu'au bout, même d'une semaine sur l'autre. Monsieur Brice Germain qui est avec nous. Brice qui n'a pas eu que du pif hier sur Winamax pour les paris, il faut le dire. Comment ça va, Brice ? Alors, pour ma... Attends, il n'y a pas de boule de cristal. Non, mais moi j'ai tout misé sur Lance Stroll. je le vois P3, j'aime autant te dire que c'était la fiesta. Et puis un certain Alonso veut tout foutre en l'air. Alors je suis évidemment de mauvaise foi dans le sens où je sais très bien que la faute est à 90% pour Lance Stroll. Néanmoins, j'ai été déçu, je me suis dit allez, continue, fais-nous quelque chose Lance. Et non, j'ai bien vu sa voiture détruite. Il y a quand même 10% pour Alonso. Oui. Parce que la manœuvre n'est pas nette. On en parlera. La manœuvre n'est pas nette. On va en parler, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'hier, dans l'émission Pole Position, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on était presque à parler d'un Magic Lance Stroll et la magie. J'ai même utilisé des termes corses. Ouais, voilà, exactement. C'est retourné, bien sûr, contre nous. Un invité aujourd'hui et tout au long de cette semaine, il est notamment le co-auteur de ce bouquin, Max Verstappen, le sacre d'un champion, biographie sortie aux éditions City. C'est Thomas Volok qui a fait le déplacement jusqu'à chez nous aujourd'hui. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour les gars, ravi d'être avec vous. Tu es consommateur des pistonnés ? C'est une question qu'on pose à chacun de nos invités. Bien sûr, évidemment. Sans le mec qui répond non, il sort. Oui, bon, merci, au revoir, c'était bien le bouquin. N'allez pas l'acheter, non, je rigole. Le bouquin, allez l'acheter justement. Max Verstappen, le sacre d'un champion. Ça tombe bien parce qu'on va en parler mercredi. On aura un magazine totalement dédié à la question de Max Verstappen et à cette nouvelle hégémonie qui semble avoir commencé depuis l'année dernière. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce bouquin. C'est la première biographie française consacrée à Max Verstappen. Absolument, c'est un travail qu'on a fait avec Daniel Ortelli, donc journaliste à l'AFP. On a travaillé ensemble de concert sur ce travail-là, donc après son premier titre. Et puis on a fait un livre qu'on espère qualitatif. On a voulu vraiment se concentrer sur la jeunesse aussi de Max Verstappen, parce que beaucoup connaissent le pilote de Formule 1, mais l'avant Formule 1, il reste à explorer. Donc on a travaillé ensemble et on est quand même assez fiers de ce travail. On a fait ça avec de la passion. Et franchement, c'est ça le plus important. Exactement. Alors, on y apprend beaucoup de choses dans ce bouquin. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, en le lisant. On va en parler, bien évidemment, mercredi. Ce sera l'un des grands thèmes du MAG. Aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix des États-Unis. Mais quand même, Thomas, est-ce que, justement, il n'est pas un petit peu caricaturé dans notre pays, Max Verstappen ? Ah oui, clairement. On a toujours, je pense, l'idée de Max Verstappen, ce garçon hautain, ce garçon agressif, ce garçon incisif. Je pense que c'est aussi parce qu'on le réduit à ses manœuvres de 2015 à 2021 où forcément il a souvent fini dans le décor, où il a été plus ou moins impliqué dans des pénalités ou dans des accrochages. Après, il a mûri, il est beaucoup plus confiant maintenant. Il y a aussi, je pense, un effet Netflix autour de ça. Dans les premiers épisodes de la série Drive to Survive, on peut voir que Verstappen il est décrit comme un garçon assez agressif, assez hautain. Et forcément, pour un public qui découvre la F1,
c'est forcément la personne qu'ils vont détester. Donc c'est là où c'est un peu le pilote qu'on adore détester. Exactement, le méchant en tout cas de la série Formule 1. Les amis, on va reparler de ce livre. Thomas, tu restes avec nous pour débriefer bien sûr ce Grand Prix des États-Unis. Je le disais, 19e manche du championnat du monde, édition 2022. On regarde tout de suite le classement à l'arrivée bien sûr d'une course assez mouvementée et il faut le dire plutôt passionnante. La victoire de Max Verstappen, la 13e cette saison, illégale. Et on le verra tout à l'heure, Sébastien Vettel et Michael Schumacher, bien sûr, au nombre de victoires sur une saison. Lewis Hamilton à la 2e position. Charles Leclerc prend la 3e place. Pérez complète, bien sûr, à la 4e position. Et puis Russell à la 5e. Lando Norris est encore le meilleur des autres avec la P6. Alonso est arrivé 7e, mais a été, depuis la parution, bien sûr, de ce classement, sanctionné d'une pénalité de 30 secondes. Il termine P15, ce qui permet à Vettel de prendre la 7e place, à Magnussen la 8e, Tsunoda la 9e. Et puis Ocon complète ce classement avec le petit point pour Alpine. Mais vous le savez, les pistonnés débriefent un Grand Prix en 4 enseignements. Le jingle tout de suite et on en parle. Un Grand Prix, un débrief, 4 enseignements et on va les découvrir tout de suite. Vous allez voir, on va beaucoup parler des seniors de la Formule 1 qui nous ont régalé tout simplement hier. Verstappen versus Hamilton, le remake pour un titre, le titre constructeur, le 5e de l'histoire de Red Bull. Charles Leclerc enfin agressif, ça c'est je pense, un enseignement qui va plaire et ravir les gens autour de ce plateau. Alonso décolle Alpine, très joli jeu de mots qui appartient, il faut le dire, à monsieur Brice Germain, même si la pénalité est venue bien changer un petit peu le regard comptable sur la course de Fernando. Et puis Seb ne nous quitte pas, c'est un cri du cœur des pistonnés aujourd'hui pour essayer de convaincre Sébastien Vettel de rester en Formule 1 après le show qu'il nous propose depuis le début. Fonçons tout de suite sur cette bataille Verstappen-Hamilton qui a dû vous rappeler, les amis, j'imagine, beaucoup de beaux souvenirs. Max déjà qui rentre dans les livres des records avec cette 13e victoire, je le disais, comme Sébastien Vettel en 2013, comme Michael Schumacher en 2004. Un Max encore une fois écœurant. Il nous avait fait la victoire après un spin. Il nous avait fait la victoire en partant du fond de grille. Là, il nous a fait la victoire après un arrêt de 11 secondes, tout simplement. Et puis, il y a eu les batailles dans cette remontée avec Charles Leclerc, avec Lewis Hamilton, ce qui a pimenté quand même, il faut le dire, ce Grand Prix des États-Unis. Et puis, il y a le cas Hamilton aussi, qui n'est pas passé loin, les gars. Ce nouveau package amené déjà par Mercedes qui a, semble-t-il, montré encore quelques progrès, notamment sur le rythme de course. Une W13 qui, de l'aveu même de Lewis Hamilton, était difficile à manier. Les safety cars qui ont bien aidé aussi, une stratégie agressive. C'était le plan de Lewis Hamilton, rester au contact des leaders et tenter quelque chose, bien sûr, au niveau de la stratégie. Par 2 fois, il a tenté l'undercut sur Max Verstappen. Et puis, en fin de course, il a subi le rythme de Red Bull et des médiums, puisqu'on le rappelle, sur son dernier relais, Lewis Hamilton a chaussé les hards parce qu'il n'avait plus de gomme médium. Les gars, Verstappen-Hamilton, avant de parler du titre, bien sûr, de Red Bull, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'imagine que ça a été le gros piment de cette course. Ouais, mais presque déçu. Ah, c'est pas vrai. Fine bouche aujourd'hui. Bah, toujours. C'est quand on s'habitue au caviar. Hein. Non, c'est presque déçu parce que je me suis dit qu'il allait y avoir plus de lutte. Mais effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et l'habitude qu'on a pris l'année dernière entre ces deux monoplaces qui se valaient énormément fait que, moi je m'attendais à voir mieux, mais au final c'est vrai qu'avec cette W13 qui est difficile à piloter, plus le déficit de vitesse de pointe, Lewis Hamilton disait que quand Max Verstappen était derrière lui au DRS, il avait 35 km/h de plus, quand lui n'en avait que 23. Quand lui était au DRS derrière. Donc Mercedes a un déficit de pointe à cause de sa traînée, plus le Red Bull a une très bonne vitesse de pointe cette année. C'est vrai que c'est difficile de lutter. Néanmoins, ça a fait plaisir de retrouver cette incertitude pour la victoire. C'est dommage que cette incertitude soit due à une erreur. C'est pas dû à une stratégie de course ou en tout cas à des niveaux de course équivalents. Et aussi, il a manqué une chose, il a manqué ce train de médium à Lewis Hamilton. On sait qu'aujourd'hui, les trains qui vont être conservés pour la course ont une importance capitale. On l'a beaucoup vu avec Ferrari en début de saison, qui était souvent obligé de mettre des pneus qui n'avaient aucune corrélation avec la nécessité pour la piste à ce moment-là. Là, Mercedes se fait piéger là-dessus, et ce train de médium a réellement, pour moi, permis à Max Verstappen de refaire l'erreur qu'ont commis les mécaniciens Red Bull lors de cet arrêt au stand. C'est dommage. S'il y avait eu pneus équivalents, peut-être qu'on aurait eu un peu plus de lutte.
Et pourtant, même avec les durs, il a réussi à tenir. Il a parfois signé des secteurs en violet, des mini-secteurs en violet. En violet, ça veut dire meilleur de la course, tout pilote confondu. Ce qui a quand même permis de retarder cette lutte et cette bataille. Alors effectivement, on n'a pas eu cette lutte directe, parce que lorsque Verstappen était dans la zone DRS de Lewis Hamilton, il n'y a pas vraiment eu de lutte, il n'y a pas vraiment eu, comme on l'a pu voir notamment avec Leclerc, la lutte Verstappen-Leclerc. Mais je trouve quand même que c'est plus que rassurant, c'est même prometteur en vue de 2023, parce qu'effectivement, ce nouveau plancher marche. Toto Wolff qui dit que la voiture est aussi plus légère de 5 kg. Donc, ce qui peut aussi nous permettre de penser que Hamilton, il aura peut-être sa victoire au Mexique ou au Brésil. Et il leur manque le 10e du nouvel aileron qui n'est pas validé et qui doivent refaire valider. Ils annoncent un 10e d'évolution, donc c'est prometteur. C'est une histoire assez étrange. Après, alors pour revenir sur la spécification et le train de pneumatiques, effectivement, il restait que des durs, il restait plus de médium à Lewis Hamilton. J'ai envie quand même de revenir sur Magnussen qui fait 38 tours en médium. Lui, il l'a senti, qu'il pouvait aller au bout avec. J'aimerais revenir sur la radio de Charles Leclerc lors de la première ou de la deuxième voiture de sécurité, où on lui dit à la radio, les médiums ne se dégradent pas aussi vite que prévu, et tu aurais limite pu poursuivre si jamais il n'y avait pas eu de voiture de sécurité. Alors c'est plus facile évidemment à dire a posteriori, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à aller chercher sur cet aspect stratégique, mais la course d'Hamilton, elle est excellente. Est-ce que justement cette performance, elle n'est pas en trompe-l'œil aussi, les gars, parce qu'il y a les circonstances qui ont beaucoup aidé Lewis Hamilton. On a vu in fine que le rythme manquait, on l'a dit avec cette question bien sûr des pneumatiques. Quelque part, est-ce que cette performance pour Hamilton et Mercedes, elle n'est pas un petit peu en trompe-l'œil? Je suis pas sûr. C'est pas un circuit qui était censé leur convenir, contrairement à Singapour. Ils sont déjà au niveau de Ferrari. C'est vrai. Et puis, en tout cas sur le rythme, on l'a vu hier. Je sais pas ce qu'en pense Thomas, mais moi je trouve que Hamilton ne s'est pas fait décrocher. En tout cas, pas sur tous les relais. Et à la fin de course, si en fait l'erreur de Red Bull amène à ce qu'Hamilton ressorte devant, c'est justement qu'Hamilton était presque dans la boîte de Max Verstappen. Donc les 4 premiers se tenaient. Quand tu prenais Perez, Leclerc, Hamilton, Verstappen, pendant longtemps, Hamilton a tenu, encore une fois, comme disait Hamza, les meilleurs secteurs. Alors, il n'arrivait pas à compiler sur un tour, c'est vrai, la W13 a trop de faiblesses encore sur certains aspects, notamment cette foutue traînée. Par contre, excellente sur le premier secteur. Les virages rapides, justement, ce nouveau plancher permet à Mercedes d'être très performant. Ce qui était quand même un des points faibles de la W13, c'était la stabilité. Là, en l'occurrence, si dans le premier secteur, ils arrivent à être à peu près stables, moi je trouve que c'est prometteur. Thomas, je me retourne vers toi, l'expert bien sûr de Max Verstappen en France. Je dis ça bien sûr avec des grands guillemets. Parle-nous un petit peu justement du Max Verstappen qu'on a vu hier. Moi, c'est surtout, je voulais m'intéresser à la maîtrise des émotions de Max Verstappen, notamment après son souci au stand. On a senti de la colère froide dans sa radio, mais il y a eu une gestion des événements qui a été absolument parfaite, notamment dans l'appréhension des dépassements sur Leclerc et Hamilton. Oui, une gestion parfaite. Après, il avait la voiture pour, et il a aussi donc le pilotage pour. Personnellement, au début de la course, je pensais que Mercedes allait gagner. J'avais mis une pièce sur Russell avant que Russell a gentiment posé son aileron sur Carlos Sainz. Pas que l'aileron, il y avait toute la charge avant. Également, je pensais qu'Hamilton allait aussi la chercher, et ça m'a fait du bien de voir une course où il y a eu un simili de duel. Ça fait combien de temps qu'on a eu une course qui se décide dans les 6 derniers tours? Ça fait quand même un petit peu longtemps, parce que Verstappen a enchaîné, la Hongrie, c'est pas Francorchamps. Là, ça m'a fait du bien de voir une course où il y a eu enfin un simili de duel. On n'est pas dans un duel fratricide, un duel âpre, mais on est quand même dans un duel assez intéressant. Verstappen a géré sa course et il a aussi géré sa frustration, même si j'aurais pas aimé être dans son casque lorsqu'il a eu avec 11 secondes dans les arrêts au stand. Après, il a fait le métronome. Quand vous regardez les statistiques, quand vous regardez les temps autour, le 36e tour, c'est là où il y a son arrêt qui dure 11 secondes. À partir de ce moment-là, il fait 1,40, 1,40, 1,40. Le métronome a marché. Avant, du 1er au 35e tour, il ne dépasse jamais les 1,40. Il est entre 1,42 et 1,41. À partir du moment où il y a l'arrêt au stand qui dure 11 secondes, il dit beautiful, beautiful à sa radio, et puis il nous fait du max. Il enchaîne, il perf, il réussit à gérer sa frustration, et il gagne. Après, je vous avoue que devant ma télévision, j'ai eu un petit peu peur de l'accrochage avec Lewis Hamilton. Avec Monsieur Leclerc, il se respecte. Mais avec Lewis Hamilton, j'avais un peu peur du passé qui ressurgisse. Après, heureusement que Lewis avait son train de pneus qui faiblissait.
parce que sinon, je pense qu'on aurait eu un duel jusque dans les derniers tours. Ouais, exactement. La soumission, un peu, hein, à chaque fois qu'il passe Lewis Hamilton, C'est pas la même défense, quoi. Ouais, exactement. Quand c'est l'un qui défend ou l'autre, c'est pas la même défense. C'est pas tout à fait. Mais la après, même. Hamilton, il est pragmatique. Enfin, je pense qu'il voit Verstappen revenir. Il sait qu'il n'a pas le type de gomme. On n'est pas à Abu Dhabi 2021 où il faut tout Complètement. tenter. Là, concrètement, Hamilton, il a rien à jouer si ce n'est. Sa première victoire d'année. Comment ? Sa première victoire de l'année. Ouais, mais il reste 7 tours. Il sait qu'il le tiendra pas. Enfin, Et puis, il sait qu'il ne le tiendra pas, mais il reste quand même dans la zone DRS. Ah, tout à fait. Et c'est lui qui provoque sa sortie de la zone Oui. DRS, parce qu'il commet une erreur, je crois, au virage 15, où il y a un léger blocage qui le condamne et Verstappen en Mais profite pour exactement s'échapper dans le comme, troisième secteur. exactement Mais Hamilton comme à reste Abu quand même Dhabi. dans la zone DRS. à Abu Dhabi, en fait, entre guillemets, il se laisse un petit peu passer avant la ligne droite. Je te rappelle qu'au bout des 2 lignes droites de DRS, Oui, il lui remet un frein et il retente quelque chose, Hamilton. Donc en soi, c'est pas se faire passer le problème. Tu vois que sur toute la fin du tour, il a quand même cette volonté d'aller changer sa trajectoire pour essayer de mieux ressortir. Donc lui, c'est pas tellement, c'est pas comme Verstappen qui lui veut pas se faire passer. Lui se dit attends, tu veux me passer là, mais peut-être que je vais réussir à trouver un autre moyen de te repasser pour moins perdre de temps que toi. Et tu as raison de le préciser, c'est ce qui nous a permis aussi de voir une belle lutte, c'est ce circuit de Austin, on en parlera sans doute un petit peu plus tard aussi également dans ce débrief, mais le fait qu'il y ait différents choix de trajectoires possibles, on a vu des pilotes expérimentés aussi exceller dans cet exercice, c'est pas pour rien qu'on va parler d'Alonso et de Vettel un peu Et plus il loin. fait partie de ces circuits où je trouve que la révolution de 2022 se ressent. Ah, clairement. Quand tu as des triples droits comme tu as dans le 3e secteur là, et que tu peux voir des pilotes et se suivre et se Dépasser à porter l'extérieur. une attaque à l'extérieur sans avoir de réelle déperdition de stabilité. Vettel en a eu une mais légère. Ce que fait Vettel hier en fin de course avec des pneus fatigués, peut-être qu'en 2021 on ne voit pas ça avec justement tout le dirt tiers qu'il va prendre. Donc ce genre de circuit nous fait quand même dire que cette révolution, au moins en termes d'annonce vis-à-vis du dirt tiers, est réussie à ce niveau-là. Après, ce genre de circuit, si vous me permettez, Vas-y. on est sur un circuit qui laisse beaucoup de place et qui laisse beaucoup d'espace pour que les pilotes puissent faire des écarts. Ce qui fait qu'on a un jeu de he said, she said, regardez le turn 9, regardez le turn 10, regardez le turn 12. Il est parti plus large pour qu'on ait une course qui décide sur tapis vert. Excusez-moi, mais moi j'avais pas envie que la course se décide sur tapis vert, quoi. C'est vrai que ça aurait été... Austin, pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégagement. Après, c'est ce qui fait aussi que cette piste est moins dangereuse que ce qu'elle pourrait être. Quand on voit les S, quand on voit la stabilité qu'il faut et quand on voit les bosses qu'il y a là-haut, si jamais il y avait des bacs à gravier ou des murs plus près, cette piste pourrait être vraiment très très dangereuse. Et je pense que pour le coup, à cet endroit-là, c'est pas si mal. Par exemple, qu'il y ait dégagement. Giovinazzi aurait pu se faire très mal. Mick en course, non, Latifi en course aurait pu se faire mal aussi. Le nombre de Romain Grosjean, pareil, en 2013, quand il y a le premier Grand Prix, se sort ici aussi. Il y a des pistes où quand même ces dégagements-là nous permettent de voir des pilotes à l'attaque. Il y a peut-être un peu trop, mais en tout cas, là, sur ces côtés-là, dans les S, c'est peut-être pas plus mal. On referme cette parenthèse, vas-y. Verstappen, Hamilton, premier, deuxième, 32e fois de l'histoire. Record battu, avant c'était Hamilton, Rosberg. 32e fois. Mais ça nous avait 32e manqué. fois que l'on a Hamilton, Verstappen ou Verstappen, Et Hamilton, combien les premier, de deuxième. Bottas? Aucune idée. Plus. Mais ça nous avait manqué quelque part. On va pas s'en plaindre en tout cas. Aujourd'hui, on referme cette parenthèse sur Austin et on en ouvre une importante sur le 5e titre de l'histoire de Red Bull depuis son arrivée en Formule 1 en 2005. Le 5e titre et un hommage aussi également au cofondateur de Red Bull, Mateschitz. Regardez avec ces 2 déclarations. Christian Horner qui nous dit que c'était la meilleure façon possible de le conclure en gagnant cette course et je pense que Dietrich en aurait été très fier. Gagner le championnat des constructeurs après 8 longues années, c'est incroyable. Max Verstappen qui rajoute, c'est un week-end difficile pour nous, donc on dédie cette victoire à Dietrich pour tout ce qu'il a fait pour tout le monde. On ne pouvait pas gagner aujourd'hui, ça ne semblait pas bien engagé après l'arrêt. Ça veut dire beaucoup pour moi, pour l'équipe. Il a été très important pour tout le monde. On voulait un bon résultat aujourd'hui et c'est incroyable. Ça y est, les gars, l'hégémonie Mercedes, on l'a dit en ouverture de cette émission, est terminée. Depuis 2014, Mercedes trustait ce titre constructeur. Place à Red Bull désormais. Un petit mot sur ce titre des constructeurs. On va commencer avec toi, Thomas. Le symbole est beau. Le symbole est beau. On est quelques jours après le décès de Dietrich Mateschitz. Sur le podium, il y avait Monsieur Marco. Ouais, Helmut Marko, tout à fait. Il faut savoir que c'est quand même Mateschitz qui a proposé à Marco de prendre son écurie de Formule 3000 en 98 pour en faire devenir le Red Bull Junior Team. À l'origine, Red Bull était un fabricant de canettes qui n'était bon qu'à faire des livrets Star Wars au Grand Prix de Monaco. Regardez ce qu'ils sont devenus. J'ai du mal à parler d'hégémonie. Parce qu'on est quand même avec un titre qu'ils ont acquis depuis 2013, enfin qu'ils ont acquis le premier qu'ils ont acquis depuis 2013. J'ai du mal à parler d'hégémonie, il faudra confirmer.
mais ça sent bon pour l'avenir. Effectivement, comme l'a dit Thomas, le symbole est beau. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ce côté hégémonique. L'hégémonie, elle se verra dans le temps. Là, c'est entre guillemets la suite de la virgule qu'a mis Max Verstappen l'année dernière. C'est la suite logique de la virgule. Après, est-ce que la révolution technique qu'on a en 2022 est aussi, entre guillemets, Faites pas le débat de mercredi, les gars. irrattrapable que, voilà. Ah oui, mais du coup, moi, je parlerai pas de ça. Moi, je dirais que ça vient consacrer le travail de l'année dernière de Max Verstappen. Après, quid de ce dépassement de budget, quid de ce championnat constructeur, est-il réellement dans les règles, quid de cette pénalité, voilà. Pour toi, ça met une part d'ombre ce matin sur ce 5e titre, même si on n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'on rentre pas dans le détail pour le moment de. Si tu t'es pas entraîné à part égale, est-ce que effectivement tu as le même mérite? Ça ne nous empêche pas d'avoir bien travaillé. Et ont-ils pu plus travailler que les autres? Moi, c'est là la question que je vois. Après, je trouve que d'être revenu sur Mercedes dans la révolution technologique 2021. d'avoir réussi, alors que Honda se faisait moquer, notamment par Fernando Alonso, par McLaren, par tous ceux qui avaient vu leur retour, avoir réussi à faire fonctionner cette alliance pour livrer une voiture capable de détrôner Mercedes et, en plus, de s'installer comme étant la voiture la plus régulière sur la nouvelle saison de la nouvelle réglementation, ça, c'est à féliciter. Mais, encore une fois, je suis pas sûr qu'il y ait que de la lumière dans cette affaire, quoi. J'attends le juge. Non, mais je suis obligé d'attendre parce que ça peut remettre en perspective pas mal de choses. Donc je préfère me réserver. Les pénalités envisagées sont pas si mauvaises. On parlait à la base que de financiers. Si jamais l'affaire Red Bull est... Il y avait une limitation de développement, j'ai lu ces derniers jours. Ouais, mais alors, excuse-moi, le mal est fait. Verstappen, il a remporté son titre en 2021 au dernier virage. Du coup, tu pénalises sur un potentiel titre après. Oui, mais ça enfin bref, on en parlera quand on aura les conclusions. Un petit mot sur le 5e titre, Hamza, de Red Bull. Moi, ce que j'ai aussi et surtout aimé, c'est que contrairement à ce qu'ils avaient pu faire avec Albon et Gasly, c'est qu'ils ont réussi un petit peu quand même, au moins sur la première partie de saison, à faire fonctionner un duo avec Sergio Pérez. Alors c'était plus compliqué sur la seconde partie de saison, mais si tu vois par exemple Austin, il termine 4e, les fameux points intermédiaires dont aime parler Monsieur Brice Germain. Ça ne fait que paraphraser. En tant que fan de Ferrari. Ça vient de Brice Germain. Non, mais plus sérieusement, la saison de Pérez est aussi à souligner. C'est ce qui permet aujourd'hui, assez tôt dans la saison, d'aller chercher ce titre mondial. Il est allé chercher Singapour, il est allé chercher Monaco. Les fois où Max Verstappen n'était pas là, lui était là. Oui, c'est ça, exactement. Et même, je trouve que la synergie Max Verstappen, Sergio Pérez, elle est meilleure que la synergie Sébastien Vettel, Mark Webber, qui a existé pendant un temps, mais qui a finalement été bafoué par l'ego de l'un versus l'écrasement de l'autre. Donc je trouve qu'ils ont enfin trouvé le line-up qu'il fallait, et le line-up qu'il fallait, c'est un pilote qui soit déjà bien content d'être là et qui n'ait pas de velléité particulière. En l'occurrence, ils ont certainement compris qu'ils ne pouvaient pas faire ça avec un pilote, un jeune talent, mais qu'ils devaient faire ça avec un homme expérimenté qui était sur la sortie de la F1, un Nico Hülkenberg, un Sergio Pérez, un Daniel Ricciardo, pourquoi pas, mais en tout cas, le casting a fait que effectivement le tout roule à ce niveau-là. Tout roule en tout cas pour Red Bull, on l'a dit, sacré champion du monde des constructeurs depuis hier et l'arrivée de ce Grand Prix des États-Unis. Deuxième enseignement, et youpi les réjouissances, puisque un homme a musclé son jeu ce week-end. C'est Charles Leclerc qui a fait preuve d'autorité dans ce Grand Prix des États-Unis. C'est le deuxième enseignement des pistonnés. Est-ce justement la course référence du Monégasque? Cette belle remontée, lui qui partait bien sûr de la 12e place sur la grille, pénalisé pour un changement moteur, il arrive sur le podium à la P3. Il y a eu ce superbe dive bomb réalisé sur Sergio Pérez avec autorité, cette défense agressive sur Max Verstappen avec autorité, et puis cet excellent rythme malgré des gommes malheureusement trop vite mangées, ce qui l'a empêché bien sûr d'exister dans ce duel avec Max Verstappen et Lewis Hamilton. Course référence les gars pour Charles Leclerc. Ça y est, il a musclé son jeu, ça y est, on voit le Charles Leclerc que vous attendiez depuis le début de cette saison et peut-être depuis quelques années. Je vois le Charles Leclerc que je veux voir quand il part loin. Pas forcément le Charles Leclerc que je veux voir quand il part en pôle.
Qui a parfois manqué d'agressivité, même lorsqu'il partait devant cette année. Oui, mais en fait, il a toujours été agressif en partant loin, mais il a rarement ramené la voiture. En faisant ça. Là, il part P12. C'est la première fois que Charles Leclerc part au-delà du top 7 et termine sur le podium. Ouais, Première fois. T'as raison. Et ça fait quand même 4 saisons. Donc course référence, on peut le dire. Course référence dans ce domaine-là. Effectivement, tu l'as dit, le dive bomb sur Pérez. Moi, je ne le pensais pas. Je dirais pas capable, mais je ne le pensais pas assez agressif pour aller le chercher comme ça. En plus, Pérez, on l'a déjà nommé ministre de la Défense, puis Abu Dhabi l'année dernière. On sait comment il peut défendre. Et franchement, il a été musclé sur cette course. Il l'a été également avec Valtteri Bottas en début de course. Moi, je trouve que Charles Leclerc, dépressurisé par le titre de Max Verstappen, Ferrari dépressurisé, en faisant ce bon call, en l'appelant pendant la VSC. En fait, hier, il y avait le potentiel Ferrari. On a vu un Charles Leclerc plein et une Ferrari pleine. Et ça fait remonter de 12e à la 4e place. Enfin, 3e du coup, pardon. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que les deux, pour une fois, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus alignés au point de faire un résultat bon comme ça, peut-être depuis l'Autriche. Le dépassement sur Pérez, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'on se retrouve avec une situation où il y a une sorte de petit décalage. Ça, c'est en deux actes. Il y a un petit décalage. Je me montre dans tes rétros pour forcer Pérez un petit peu à se défendre un petit peu l'intérieur. Moi, à ce moment-là, je me dis, il va se rabattre à droite pour essayer de croiser et avoir une meilleure réaccélération. Je pense que même Pérez y a cru. Et du coup, Leclerc, il se dit, deuxième acte, j'y vais à fond. Et il est passé, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est surtout sur cette image que j'aimerais revenir, et je te rejoins, Brice. Moi, j'en veux à Ferrari. Clairement, j'en veux à Ferrari parce qu'on nous a privés d'une lutte entre Verstappen et Leclerc. Ouais, sur l'ensemble de la saison, presque, même si aujourd'hui Red Bull, on parle quand même d'une écurie, Ferrari, qui a un tiers de pole position, je crois, de plus que Red Bull. Donc la performance est là, la performance est présente. En plus, il y a un truc avec, je sais pas, Leclerc-Verstappen, quand ça se bat, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'anticipation sur ce que l'autre va faire. Du coup, il faut essayer de faire différemment. Je vois un Verstappen différent, par exemple, avec Leclerc qu'avec les autres. Et je vois aussi un Leclerc différent avec Verstappen qu'avec les autres. Mais j'ai pas l'impression... Parce qu'ils se connaissent trop bien, tu penses ? J'ai pas l'impression que c'est une histoire de crainte, mais plutôt une histoire de respect, une histoire presque de jeu. Voilà, qu'est-ce que je peux faire là pour essayer de te surprendre ? Exactement. Je sais comment tu te comportes. Et moi, je trouve ça passionnant à regarder. J'espère au moins qu'on aura cette lutte pour la fin de saison. Et puis après, 2023, on verra. Mais tu vois la manière dont il s'est adapté entre la défense... le comportement avec Max et le comportement avec Pérez, il n'a pas du tout le même comportement. Sur Sergio Pérez, ça fait quelques grands prix quand même on l'avait vu à Silverstone où il se fait bien tasser Charles Leclerc dans le T4 si je dis pas de bêtises. On avait vu à Suzuka où il se fait prendre la P2 à la pénalité et à une défense qui a raté. On sent quand même qu'il sait que Sergio Pérez est un mec agressif en piste. Et la façon dont il s'est comporté là, il a compris à qui il avait affaire. Il s'est dit, ok, de toute façon, Sergio, lui, le but, c'est que je remonte pas dans tous les cas, donc il va falloir le forcer, il va falloir aller là où il m'attend pas, et il se comporte pas forcément de la même manière avec Max Verstappen, où c'est beaucoup plus coulé, effectivement. Là, je trouve qu'avec Sergio Pérez, t'as le dive qu'il met, c'est parce qu'il sait que Pérez, il lui lâchera, mais pas un morceau de viande, quoi. Pas un iota, bien évidemment. Thomas, je me retourne vers toi. Charles Leclerc, comment... On loue son agressivité sur le Grand Prix des États-Unis. On a parfois mis un petit bémol sur le côté leadership, sur le côté caractère. On le trouvait un petit peu trop gentil. C'est quoi ton avis ? Comment tu te situes là-dessus vis-à-vis de Charles Leclerc ? La lutte qu'on a eue hier entre Verstappen et Charles Leclerc, ça m'a donné qu'une seule envie, voir Leclerc et Verstappen dans la même voiture. Je sais que ça ne sera pas possible, du moins sur le court terme ou sur le moyen terme, mais ça m'a vraiment donné envie. Moi, j'ai revu le Charles Leclerc de Bahreïn ou... Comme vous avez dit, les gars, ils se connaissent les deux. Ils se connaissent depuis le karting. Verstappen et Leclerc, ils ont roulé ensemble. Et dans les luttes, dans les virages d'Austin, comme vous l'avez dit, il y a un sentiment d'anticipation de je m'amuse, je vais à droite, je vais à gauche, mais je te passerai. Ou je me déporte et je te repasserai dans le virage d'après. Il y a un sens de l'anticipation de la part des deux qui est phénoménal. Et ce qui donne une lutte, mais incroyable. Et ça fait du bien quand même de voir Ferrari revenir dans ce jeu-là. Parce que Verstappen est certes ce qu'il est, mais de revoir Ferrari au top, rien que pour l'histoire de la Formule 1, c'est quand même assez agréable. Et ça prouve quand même que c'est une histoire de pression. Oui, complètement. Il est relâché. Il a... Les deux, hein. L'équipe. Leclerc n'a plus rien à prouver. Parce que son titre,
il l'a perdu, et je pense qu'il pense déjà à l'année prochaine. Ouais, mais tu vois, dans les conversations radio, dans la manière dont Ferrari a appliqué ses plans, ça machin, on a vu une Scuderia qui avait pris un anxiolytique, là. Ils étaient tranquilles. Faisons des C'était courses en pépère. championnat. Ouais, il y a pas de pression. Ouais, il y a oui, pas de c'est pression, donc, C'est dommage, c'est le championnat qui leur apporte des thunes, donc à un moment donné... On a parlé de Charles Leclerc, juste un petit mot les gars, parce qu'il y a eu une grande victime du côté de chez Ferrari. L'opération comptable n'est pas forcément d'ailleurs très bonne pour la Scuderia ce week-end. C'est Carlos Sainz percuté par George Russell au premier virage. Regardez la déclaration du pilote espagnol qui déclarait ceci: le fait que je paye l'erreur d'un autre pilote encore une fois, et c'est un peu la tendance de cette année avec un nouvel abandon au premier tour, ce qui m'empêche de faire la course, de viser la victoire et d'obtenir des informations importantes sur la voiture. Je suis donc déçu et frustré. Je pense que vous n'avez jamais vu ce genre d'incident dans les 3 premières positions, car normalement, dans les 4 premiers, les pilotes ne font pas ce genre d'erreur. Oui, jamais, oui. Le petit penalty, le petit tir en tout cas de Carlos Sainz. Il y en pour a un George qui Russell. est pas content et pas convaincu de cette déclaration. Ah, t'as envie que je pousse un coup de gueule, toi. Ah, vas-y. Non, parce que j'ai Affirmez-moi, les gars, j'ai entendu Alors, son soupir. ok, rapidement. Alors, Carlos Sainz nous fait une déclaration comme quoi, dans ses meilleurs jours, il est meilleur que tout le monde. Et ben, il doit pas être souvent dans ses meilleurs jours. Je suis désolé. Carlos Sainz est un très bon pilote, il l'a prouvé sur 4 écuries différentes. Moi, il m'impressionne. Il est en train de revenir au niveau de Charles Leclerc, très bien. Maintenant, ok, George Russell fait une erreur, mais il tire tout le temps sur tout le monde. Enfin, je trouve qu'il Il a le droit d'être frustré oui, aussi mais au il a vu des fait, mais circonstances. bien sûr, mais il a fait suffisamment d'erreurs cette saison pour, à un moment donné, faire juste un tout petit peu profil bas. Oui, il avait la pole, il était le plus rapide là, il s'est fait bouffer sa course par Russell. Ça arrive à absolument tous les pilotes. Je vois pas pourquoi il dit que ça n'arrive jamais dans le top 4. Enfin, vraiment, Bon, ça, c'était de la méchanceté Et gratuite. puis accessoirement, il rate son départ. mais oui, enfin, et donc. Il se fait manger par Verstappen. Mais manger de chez peut le- manger. on peut le voir. Donc, voilà, moi, la déclat qu'il a fait en début de week-end, je le trouve culotté, alors que tu es à 50 points de ton coéquipier, que ton coéquipier n'a pas forcément été vachement avantagé durant toute la saison, que ta seule victoire, tu la dois à une erreur stratégique de la part de Ferrari à Silverstone. Doucement. Encore une fois, je suis impressionné par ce qu'il fait chez Ferrari. Mais je trouve qu'il se prend un petit peu pour un autre en ce moment. Est-ce que c'est pas sa manière de faire de la politique? On sait qu'il est bon là-dedans quelque part. Il l'a montré chez McLaren, il l'a montré chez Renault, il l'a montré partout où il est passé. Parce qu'il augmente tout seul sa cote dans le paddock, parce que ses résultats, enfin en tout cas ses performances, pas ses résultats, ses performances suivent à chaque fois qu'il upgrade d'écurie. Donc moi il m'impressionne effectivement. Après, de là à dire je suis meilleur que tout le monde, je suis meilleur que tout le monde. Il y a quand même 15 titres sur la grille. Quel titre il a, Carlos Sainz, pour le moment? Ça peut être la méthode Coué aussi. Oui, Voilà. méthode C'est Coué, histoire de premier donner virage, de la force. il est sorti. D'un espagnol à l'autre, tiens, parlons de Fernando Alonso. C'est l'objet du 3e enseignement à l'issue de ce Grand Prix des États-Unis. Alonso décolle Alpine. Ça, c'était avant la pénalité infligée de 30 secondes pour ce rétroviseur qui s'est envolé après la course. Alonso choisis ton qualificatif parce que quelque part, on pourrait dire n'a pas la chance d'un cocu quelque part. Il peut être fantastique, magique, ce que vous voulez, parce qu'on a vraiment eu du grand Alonso hier qui partait 14e sur la grille après un 6e changement de moteur. Il faut quand même le préciser dans cette saison 2022. Un départ en hard, l'arrêt gratuit bien sûr avec de la réussite et de la chance offert par la safety car. L'accident avec Stroll et 2 miracles. Le premier, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés. Le deuxième, c'est que Fernando Alonso ait pu continuer cette course. Ça me paraît complètement fou avec du recul. Lui qui repartait dernier après la 2e safety car. La remontée, il n'a pas pu résister tout de même à Lando Norris en fin de course. Il terminait 7e. Je le disais, pénalisé 30 secondes, ce qui a permis à Esteban Ocon de prendre le point de la 10e place. Avant de parler de l'accident, les gars, et Thomas, je me retourne vers toi, qu'est-ce que tu as pensé de la course, encore une fois, de Fernando Alonso? J'ai envie de dire magistral, mais on va dire que je suis pas neutre. Hamilton a fait une très belle course, mais ce que j'aime chez un pilote, sur toute la grille, c'est la capacité de résilience d'un pilote. D'avoir un accident et de réussir à retourner sur la piste. Je pense à Gilles Villeneuve en 79 à Zandvoort. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime voir. Et de voir un pilote qui fait un petit looping sympathique du côté d'Austin, qui retombe sur ses 4 roues et qui finit la course, dans les points avant qu'une pénalité vienne jouer la course, moi, ça me plaît bien. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir des pilotes qui, c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Donc franchement, on connaît le pilote, on sait le talent qu'il a, on sait aussi que l'humain faut aussi distinguer l'homme de l'artiste. Ouais. On sait que l'humain est complexe, mais il nous a prouvé qu'il a encore de beaux restes. Il a encore de beaux restes. Et de voir ce genre d'effort et de capacité,
franchement, c'est super plaisant à voir. Franchement, pour le spectateur lambda, de voir un pilote qui continue à rouler, bien qu'il y ait un risque d'abandon, il y a un risque d'endommager des pièces. Franchement, j'adore voir ça, quoi. Distinct comme l'homme de Il l'artiste. y a quand même un élément très important qu'il faut souligner sur cette course, c'est que c'est le seul pilote, du coup, à faire l'intégralité de la course avec des pneus durs, Oui. puisque le passage en médium se fait sous voiture de sécurité, donc ça ne compte pas. Donc il fait quoi, 50 tours environ, avec des pneumatiques durs. Et malgré ça, malgré une possible, je ne sais pas si la voiture a été endommagée au niveau du plancher, je ne sais rien, mais je me dis, la manière dont ça... Mais quand tu vois sa performance, je me dis, Oui, c'est ça bizarre. poser des questions parce qu'il y a un sacré rythme quand même. Non, mais tu te dis, le designer, il a posé des questions. Ouais. Donc avec des pneumatiques durs qu'il parvient à emmener jusqu'au bout, tout en ayant un rythme assez intéressant, j'ai pas envie d'en faire trop, mais excusez-moi, il fait une course encore une fois monstrueuse. Incroyable. Monstrueuse. Et Ocon n'existe pas à côté, excusez-moi, mais il y a eu des soucis de rythme tout au long du week-end. Hein. et c'est lui qui avait le nouveau plancher, Esteban Ocon. Alors peut-être que le nouveau plancher ne marchait c'est pas, pour parce ça, qu'il ouais. rate aussi sa qualif, il y a 6 dixièmes d'écart en C'est qualif, vrai. alors je sais pas si c'est dû à Ocon, si c'est dû au nouveau plancher. On aura la réponse au Mexique, puisque c'est Fernando Alonso qui aura ce nouveau plancher. Mais en tout cas, la course d'Alonso, elle est extraordinaire. Allez, Brice, sois dithyrambique un peu sur Alonso, je sais que t'as envie. Ah, mais. Moi, il m'a fait rêver hier. Et je l'aime pas. Donc, là, il m'a fait rêver, je l'aime pas. Par rapport à hier, ça fait quoi 35 Grands Prix qui collaborent avec Esteban Ocon. J'ai pas le souvenir de toutes les courses exactes, mais j'ai pas mémoire d'avoir senti Ocon si loin d'Alonso sur aucune des 40 dernières courses. Ah, peut-être sur le passage, tu sais, Autriche de l'année dernière. Tout Oui, le passage ok, Autriche mais 2021, avant où il avait des ok. soucis sur le châssis. Oui, ouais. mais non, mais là, ça, ouais. le gars quand même fait un rodéo urbain sur la ligne droite. Sur la ligne droite, il fait un wheeling de 200 mètres. Ouais. Il se casse le dos, Ouais. c'est sûr. Il abîme sa monoplace à l'avant, sur le côté, sur le plancher. Il repart avant-dernier devant Guan Yu Zhou. Il remonte 7ème en l'espace de 15 tours, mais il faut m'expliquer. Je l'ai vu surmotivé ce week-end. De toute façon, je le vois surmotivé depuis qu'il a signé chez Aston Martin et depuis qu'il veut prouver à l'ensemble du board d'Alpine. Pas avant. Ah non, moi je trouve encore différent maintenant. Moi, quand tu le vois en essai libre, qu'il apprend qu'il va pas avoir les évolutions qu'elles vont être données à Esteban Ocon et qu'en essai libre, le gars te sort des dérapages arrière, et qu'il est en drift, dans le dernier virage, qui donne absolument tout. Ça, c'est le Alonso que moi j'aime voir Bien en sûr. piste. J'aime pas l'humain qui en dégage derrière, mais c'est ce que je veux voir en piste. On a compris qu'il l'aimait pas. Lui, ce week-end, on a compris que tu l'aimais surtout. Ce week-end, il nous a quand même fait halluciner sur tous les plans. Et quelque part, il prouve quand même au board que 41 ans ou pas, il n'y a rien à foutre de l'âge. Il termine 7ème, il se fait dépasser au dernier tour par Lando Norris. Oui, Ouais, pardon, c'est non, 6e. ouais, tout à fait. Donc sinon, c'est meilleur des autres. Et comme un certain complètement. Kylian, tu lui parles pas d'âge à lui. Hein. Enfin, Non. c'est vraiment. Alors tu ne parles pas d'âge, si on pouvait nous montrer juste la photo, les gars, c'est en page 45, en slide 45. Il finit, alors c'est là qu'on va parler aussi également de l'accident, mais on le voit, hein, il est exténué là sur son pneu. Il y a de l'usure physique, on l'imagine, parce que la course a été quand même assez compliquée physiquement pour tous les pilotes, mais il y a aussi de l'usure mentale parce qu'il s'est fait très très peur. Regardez ce qu'il disait à l'arrivée de cette course, justement suite à ce crash avec Lance Stroll. On disait tout à l'heure un crash de miracle. Il dit: je suis content d'être ici devant vous car j'aurais tout aussi bien pu être au centre médical. Alors relance, j'ai tenté de doubler Lance grâce à l'aspiration. Je me suis éclaté au dernier moment, mais il bougeait à ce moment-là et je dirais que c'est pas de chance que nous ne nous soyons pas compris durant les 20 derniers tours. Je repensais souvent à l'accident et aujourd'hui tout ce que je voulais était que la course se termine. Il a pris un coup bien sûr dans la cabeza, l'ami Fernando Alonso. Lance Stroll dans cette même citation qui nous dit: je lui ai laissé largement assez d'espace sur la gauche, il y avait une grande différence de vitesse, j'ai essayé de juger où il était derrière moi et je me suis décalé en fonction de l'endroit où je pensais qu'il était. Il aurait pu se décaler plus tôt et aller plus vers la gauche. Il n'avait pas à être aussi près de moi. Je n'étais pas à côté quand il m'a touché. J'étais donc devant. Donc c'est difficile de juger ce genre d'incident. C'est un incident de course, nous dit Lance Stroll. Premier enseignement, Alonso me semblait très gentil dans sa déclaration. Non. Enfin voilà, il est déjà chez Aston Martin, on l'a très bien compris. Et est-ce que Lance Stroll se moque pas un petit peu du monde, les gars, dans cette décla? Il a l'impunité totale, donc en interne. Enfin, oui. Ça, c'est pas un problème interne. Ah non, Ça, mais pour moi, c'est pas un problème interne. Mais il s'en fout là, de Stroll, de dire ça.
Il s'en fout de rejeter la faute sur Alonso. Non, mais C'est moins le cas de l'autre côté. Hein. au-delà de la situation, de la communication de Lance Stroll, chacun est libre d'interpréter cela et de juger cela comme bon l'ensemble. Ce qui s'est passé, c'est la conséquence du laxisme des sanctions que l'on devrait avoir et que l'on n'a pas depuis des années, depuis des décennies, sur les mouvements en ligne droite. Alors, il y a les mouvements en ligne droite en zone de freinage, et puis il y a les mouvements en ligne droite en pleine accélération, avec le DRS. Moi, je me souviens, Belgique, Verstappen, Raikkonen. Ouais. Raikkonen, il allait devenir fou. Vettel au Mexique 2 mois après. Aussi, oui, c'est vrai, je l'avais zappé celle-là. On se retrouve dans des situations où effectivement l'impunité, elle est pour les pilotes qui se comportent. Moi, j'estime que Lance Stroll se comporte mal. Alors certains me diront, et je peux entendre cet argument, même si je suis pas forcément d'accord, que Fernando Alonso se décale très tard. Moi, je suis pas d'accord parce que il cherche l'aspiration jusqu'au bout pour ensuite se déboîter et avoir le DRS. On l'a vu plusieurs fois. Enfin, ça a très souvent marché, ça s'est très souvent bien passé. Moi, je me retrouve dans une situation aujourd'hui où que Stroll déjà ne voit pas son erreur. À la limite, ça, c'est pas mon problème. Il a le droit d'avoir sa propre vision. Peut-être que lui prend exemple justement parce que dans le passé, regarde, cette image, elle est quand même impressionnante. Dans le passé, les pilotes comme Stroll n'ont pas été pénalisés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'image que ça renvoie dans le monde automobile et dans le sport automobile. Parce que là, on est là, on débat, on parle Formule 1, on regarde la Formule 1. Mais les catégories inférieures, les jeunes de 14, 15, 16 ans qui vont monter en F4, par exemple, en monoplace, ils voient ça, ils voient que Stroll n'est pas pénalisé ou n'est pas vraiment ou sévèrement pénalisé, et ils vont faire pareil. Ça, on les voit pas, nous, ces images. C'est comme en football, le mauvais comportement, les mecs qui viennent à 15 autour de l'arbitre pour mettre des coups de pression. Bon, on sait qu'il se passera jamais rien parce qu'ils vont pas frapper l'arbitre. Non, bien sûr. Mais dans le monde amateur, ça peut arriver. Bah là, c'est exactement pareil. Le comportement de Stroll et des autres pilotes qui réalisent que Stroll a effectué peut aussi déteindre sur le monde automobile dans les catégories inférieures avec les jeunes pilotes. Et ça, pour moi, c'est plus inquiétant. On a évité un drame, Thomas, hier, on sera tous d'accord pour le dire, parce qu'il y a le fait que Fernando Alonso aurait pu se faire très très mal, il y a le fait aussi d'un risque de suraccident lorsque la voiture de Lance Stroll revient sur la piste. On rappelle la sanction de la FIA après la course a été de 3 places de pénalité, je crois, en vue du Mexique pour Lance Stroll sur la grille, et également 2 points sur sa super licence. Est-ce que pour toi, on est allé assez loin dans la sanction ou est-ce qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin ? J'ai du mal à mettre un avis là-dessus parce que comme vous, je suis juste un observateur, je ne fais pas partie des bureaux de la FIA. Après, pour revenir à ce que tu disais, Hamza, sur les décalages en ligne droite, je pense que l'histoire de la Formule 1 fait que on n'a pas agi par le passé et dans le présent, c'est peut-être le moment maintenant. Je vais prendre un exemple tout Et simple. pourquoi on n'a pas fait hier, du coup, Thomas ? En fait, ça revient à la question que je te posais. Est-ce que la sanction n'est pas trop faible, les gars, par rapport au drame qu'on a évité ? Est-ce qu'il ne fallait pas frapper fort pour dire... Pour compléter ce que dit Thomas, Kovalainen-Weber 2010. Ah bah, et même Fittipaldi à Monza dans les années 90, où il décolle. Je crois. Ouais. Pironi, 82, à Hockenheim. Pas de pénal. Les gars, excusez-moi, là, on se dit qu'il y a un manque de sanctions, mais aussi parce que la FIA peut-être n'a pas assez de prestance ou de poids au sein de la Formule 1 maintenant, alors qu'avant elle avait, mais malheureusement pour passer des messages, il est peut-être trop tard. Surtout, en fait, à partir de quand tu prends des décisions qui vont faire en sorte que les pilotes soient sur des rails. C'est-à-dire que on est tous contents de voir Pierre Gasly faire un coup du dragon à Carlos Sainz à Monza en 2020. On est tous contents, quand tu es observateur et ni fan de Verstappen ni fan d'Hamilton, de voir Verstappen défendre dans la ligne droite d'Abu Dhabi pour à tout prix que Hamilton soit pas dans son aspiration. Et pourtant, ces mouvements-là, s'il y a incompréhension, peuvent amener au drame. Donc, où est la limite que tu poses ? Est-ce que tu devrais pas avoir une sorte de règle qui autorise un peu, mais pas trop ? Est-ce que tu devrais pas avoir une règle aussi qui dit au pilote de derrière que sans mettre ton clignot et faire le truc correctement, peut-être arrêter de vous décaler quand vous avez l'aileron avant qui touche le feu arrière de la monoplace. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à trouver aussi au milieu. Convocation chez les commissaires, 10 secondes de pénalité, 10 places de pénalité pour le prochain Grand Prix et mettez une sanction exemplaire, quoi. Il faut que ça serve d'exemple. Dur, mais excusez-moi, mais c'est par rapport à Red Bull, le cap budgétaire, qu'on le dépasse d'1 euro ou d'1 million, si on veut poser les bases pour qu'il y ait des sanctions, il faut agir.
Et peu importe que tu dépasses le budget d'1 million ou de 1 euro ou que tu décales de 1 cm ou de 20 cm, les conséquences peuvent être terribles pour l'intérêt de la Formule 1 ou pour un pilote. Donc, agissez. Enfin, moi, je pars du principe qu'il faut agir parce que si on attend trop, il y a un drame qui va se passer. Non, mais c'est vrai que la FIA est beaucoup plus réactive pour parler des 10 places de voitures entre deux monoplaces dans la voiture de sécurité plutôt que des choses qui sont réellement dangereuses. Ok, Gasly gagne un avantage de chauffe de pneus et de réaccélération quand il a envie. Mais Ce qui en plus est très sévère parce que Gasly est pénalisé pour avoir laissé 10 places alors que lui sortait d'un virage là où les mecs étaient en train d'accélérer devant lui. Je sais plus qui était devant lui. Mais c'est vrai que le concept du louvoiement est. Encore, ils ont réussi à peu près normer sur les phases de freinage. Mais c'est vrai qu'en fait, si quelqu'un te suit et que tu te mets à te décaler, on l'a vu plein de fois en fait. Et c'est quand même dans les plus gros crashs récents. Je repense à Verstappen, Ricciardo en Azerbaïdjan. Ouais. Aussi, oui, c'est vrai. Je repense à Singapour 2017-18 au départ où en fait Avec Vettel et. à un moment où il y a un double décalage. En fait, effectivement, tu n'as pu les plus mettre quoi. Si ça se passe à Singapour, Alonso, il peut atterrir sur le petit muret là, en étant en l'air. Non mais rien que si quand ça tu vois se la passe voiture se lever, 400 ça mètres rappelle plus un loin. peu Kubica, pardon, excusez-moi les gars. Parce que oui, Kubica il finit pareil. Ouais, Kubica exactement, dans le mur à ouais. Canada. Et Weber, parce que l'appui aérodynamique est différent, je rappelle que lui c'est direction Roissy. Lui il a vraiment pris un décollage. Donc, et imagine ça arrive 600 mètres plus loin, que Alonso fait son wheeling, mais qu'au bout ce soit Ou pas. justement, s'il arrive au lieu de prendre de côté le. Ça peut être très grave. Mais heureusement que la piste est large aussi. Heureusement que la à piste ce est large moment-là, parce que Heureusement que c'est Asuka, Austin. ou dans un circuit où c'est assez étroit, excusez-moi, mais là c'est derrière les barrières. Les voitures de sécurité, enfin les voitures médicales, elles peuvent pas y accéder. Les spectateurs ou les tentes ou les fan zones, il n'y a plus rien. Non mais Et t'as raison Thomas là-dessus, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la sécurité des pilotes, la sécurité d'Alonso et de Lance Stroll hier. Ça aurait pu être les stewards, ça aurait pu être des spectateurs, ça aurait pu être Parce qu'un Marshall tué en Australie, ça remonte à il y a quelques années. l'année 2000, ouais. Et Crash de Canada Villeneuve, aussi, le Canada, il y a quelques années. Non, mais effectivement, très rapidement, le crash, c'est une incident sur la course de Schumacher, qui a une voiture détruite à cause de ça, donc pas de et théorie peut-être du sur sa complot. carrière du coup. Non, je dis ça. Avec il reste en 4 courses, après, 3 courses, après, donc, après, j'aimerais quand même revenir, j'essaie de faire très vite, sur la pénalité. La pénalité de 30 secondes pour Fernando Alonso, parce que le rétroviseur, parce qu'il termine la course sans rétroviseur. Quid de Perez, quid de Russell. On estime, c'est le document en tout cas qui dit que à ce moment-là, l'écurie Alpine n'a pas fait en sorte qu'Alonso puisse repartir dans des conditions safe, sûres, sûr, dans des conditions sûres en piste. Du coup, j'ai regardé ce matin les on-board. Il fait 42 tours, Fernando Alonso, avec le rétroviseur. Qui tremble. Ouais. Alors, la solidité des pièces alpines, c'est incroyable parce que déjà, ça tient 42 tours. Tu le vois. Alors à le chaque fois, moteur, tu ça dis, marche pas, mais par moteur, contre, ouais. Non, non, mais mais par contre, tu franchement, peux taper le mur, ça va. ça, c'est impressionnant, mais surtout, c'est une conséquence du crash où lui n'y est absolument pour rien. Ça, c'est la deuxième chose. Et juste pour conclure la 10%. troisième chose. Et juste pour conclure la troisième chose, il y a une première inspection de la voiture après la course. Joe Bauer, à 19h16, il déclare toutes les voitures conformes. Il y a la plainte donc de Haas. Et 1h30 plus tard, il dit finalement, la voiture, elle est. À partir du moment où il y a une première inspection qui dit que tout va bien. Et puis tu sais. Et pourquoi pas lui mettre le drapeau noir et orange C'est ce pendant que la j'allais course. dire. Ils se sont offerts 2 drapeaux de la taille de mon appart pour le Texas et pour les États-Unis. Mais l'appart. Oui, écoute, qu'on peut. N'attendez pas à ça. Mais pas sortir le drapeau noir et orange, c'est quand même à la FIA de dire à l'écurie, écoute, là, ta voiture, elle est en lambeaux, il faut que tu rentres. Ou au moins, black et orange, c'est tu rentres, on met un coup de scie sauteuse dans le rétro s'il faut, et tu repars, et après on t'en remet un. 0 avertissement pendant la course. Ça veut dire qu'il a couru 40 tours sans que les personnes ne se préoccupent de la voiture, de l'état de la voiture de Fernando Alonso. Dites-lui. C'est pour ça que je trouve la sanction 30 secondes, c'est très sévère pour moi. La sanction, elle est illogique. Et puis surtout, si encore une fois on parle de débris potentiels, le rétro en est un gros, je suis d'accord. Perez a lâché des morceaux d'aileron pendant la course. George Russell a lâché son flap vertical aussi pendant la course. Magnussen a eu ça aussi à Singapour. Ça arrive tout le temps. Et
Mais j'ai jamais vu 30 secondes de pénat. J'ai vu des drapeaux noirs et orange. Dans ce cas-là, où sont les secondes de pénalité pour Verstappen qui enlève son tir-off et qui finit par toucher Leclerc? Si mais tu oui. vas plus là, si Non, mais- tu non, mais- extrapoles, non, mais- ouais, c'est pas faux. Tu Mais vas- je crois que c'était pas le tir-off de Verstappen finalement. Si. Ah si, D'accord. qui rentre dans les coques. Je Magic, non, c'était pas. Non, c'était- Non, c'était pas finalement, celui de c'est plus Verstappen. celui de Verstappen, mais peu importe, au final, Oui, il voilà. a totalement raison. La conséquence est la même. Les analyses. Non, mais enfin, bref. Exactement. Voilà en tout cas pour cet enseignement concernant Alonso, ce crash notamment avec Lance Stroll, pas de drame, on est très heureux. Il n'a pas été dramatique, il a été magique. Sébastien Vettel ne nous quitte pas, Seb. C'est le 4e enseignement de ce débrief. À 3 courses de la fin, il y a une constatation qui s'impose. Le jubilé continue pour Sébastien Vettel dans la veine de Suzuka. Un garçon relâché, un pilote magique. Ce départ tonitruant, 5 places gagnées au départ. C'est lui qui a fait d'ailleurs le meilleur départ hier du côté de Austin. Il a mené 2 tours aussi également après la première safety car. Cette bataille notamment aussi avec Lewis Hamilton. Un deuxième arrêt catastrophique, 16 secondes passées au moment de l'immobilisation. Les 2 dépassements à l'extérieur, celui sur Alex Albon, on l'a vu dans la réalisation, celui sur Wang Yuzhou, il n'a pas été diffusé, mais vous pouvez le revoir si vous avez la F1 TV bien évidemment. La bataille finale aussi également dans le dernier tour, dans le dernier virage avec Magnussen pour le gain de la 8e place. Et puis finalement c'est une 7e place qui va venir récompenser la course de Sébastien Vettel après la pénalité de Fernando Alonso. Je pense qu'on va tous être d'accord pour une fois sur ce plateau, les gars. Et Thomas, je vais venir te chercher en premier. Quand on voit ça, on n'a pas envie de le voir partir, Sébastien Vettel. Clairement, surtout qu'on est à 3 courses du départ d'un des plus grands passionnés de Formule 1 qui existe sur la grille. Un pilote qui connaît l'histoire de la Formule 1 par cœur, qui l'aime et qu'on reverra sûrement dans les courses historiques. Je pense à Goodwood, je pense au Grand Prix de Monaco historique. On le reverra et de le revoir et faire son jubilé, franchement, c'est beau à voir. Les gars, J'ai fait un tweet. En fait, moi, je vois vraiment. Et ça m'arrive. Hein. Je vois vraiment. Je me suis exprimé. Zidane 2006. ouais, C'est le barreau vraiment ça. d'honneur, quoi. C'est en Avec mode. plus de bon, poils quand même. Hein. Je vais me régaler. T'es maître de tes vannes, on ne pas Zidane. On blague pas avec ça, gros. Je trouve, oui, avec Zidane. Je trouve quand même Sébastien Vettel là, sur cette fin de saison. Alors, il est certainement aidé, parce qu'on voit aussi avec Stroll, par la performance de son Aston Martin. On est loin de la monoplace du tracteur qu'il avait en début de saison. Mais par contre, excusez-moi, les 3 dépassements, parce qu'ils en fait 3, il y en a un qu'on ne voit pas. Merci la réalisation. Ouais, c'est Wang Yuzhou, Sur je crois, Guan Yuzhou, ça, hein. Ouais. on ne le voit pas, mais il fait le même. À l'extérieur, sur les virages, je crois c'est 15, 16, 17, Ouais. 18, là, le triple ou quadruple, Dans le quadruple droit. secteur, ouais. Le dépassement sur Albon, le dépassement sur Magnussen, extraordinaire, Sébastien Vettel, qui en plus, ça c'est un petit bonus, a tenu 2 tours, je crois, en tête. Il a passé la barre des 3500 tours. Mais ça m'a fait bizarre, en fait, de voir, tu sais, sur le synthé à gauche, Vettel, Ouais. je crois que c'était Hamilton, Verstappen, Ouais. Leclerc, Pérez, Une Russell. bataille Vettel-Hamilton pour la P1 à un moment donné. C'est incroyable, quoi. Ouais. C'est des situations que moi, je pensais évidemment pas revoir. Et j'aimerais vraiment savoir si lui commence pas peut-être à regretter. Alors, il y a son père, Norbert, qui a commenté pour Sky Germany et qui disait Sébastien, il serait resté pour le sport, pour la F1, pour le fait de conduire. Mais il y a trop d'à côté, il y a trop de problèmes, de polémiques autour, et il en a marre de ça, en fait. Mais C'est relou, mais c'est intéressant. rageant. C'est intéressant ce que tu dis, tu poses la question et s'il commence à regretter. La question lui a été posée en conférence de presse justement d'après-course. Il y a répondu, c'est un peu plus nuancé quand même qu'il y a quelques semaines où il disait « j'ai hâte que ça se termine, j'ai hâte d'en finir ». Regardez ce qu'il déclarait justement Sébastien Vettel. Je ne dirais pas ça, je noir regrette et bien blanc, sûr de non, mais quitter on la peut F1, mais il est certain que ces moments me manqueront, toute cette adrénaline, ce genre d'endroit, les batailles à la limite en piste, mais j'ai aussi hâte de vivre la prochaine étape de ma vie. Et s'il avait signé chez Alpine en 2023, l'actuelle obsession d'Hamza Rahmani, il faut le dire quand Ah ouais, même. non, mais ça, là, mais encore plus quand tu vois les courses, là, il reste sur 2 courses où il part trop tôt, donnez-lui une voiture, je sais pas, c'est rageant, honnêtement, c'est vraiment rageant de voir un pilote aussi performant qui prend autant de plaisir. La caméra embarquée, parce que là encore, merci la réalisation, on a préféré nous montrer Monsieur Cook, qui a tendu plutôt qu'agiter le drapeau. Qui devrait manger un peu de soupe quand même. Hein. Une petite dose Non, de mais- caféine. Je vous invite à voir la caméra embarquée, je sais pas si elle a été diffusée après. Elle n'a pas été diffusée après. Mais Sébastien Vettel, quand il franchit la ligne, c'est le point en l'air, il a gagné, quoi. Il a hurlé à la radio. Il était heureux. C'est la rage du champion, la rage du guerrier. C'est toi qui disais, je crois, il y a quelques semaines, on a perdu le Sébastien Vettel, l'époque Red Bull.
Bah allez, offre-nous encore les 3 dernières courses du Sébastien Vettel avec cette motivation, mais franchement extraordinaire, Il en reste que Sébastien 3, quoi. Vettel. Pour rebondir sur ce que tu dis, Et il perd 13 secondes sur son arrêt au stand. Hein, parce que sinon, oui, il termine, complètement. sinon, il termine 6ème. 14-8. Sinon, il termine 6ème, c'est le meilleur des autres. On est bien d'accord que s'il n'y a pas. Ouais, si, mais les Aston Martin, c'était 6 et 7. Bah, complètement. ça La plus grande des logiques. En tout cas, ouais. Sur le rythme. Hier. Moi, là, je constate que au moment où Sébastien Vettel signe chez Aston Martin, on a un tout petit espoir, et je crois qu'on le partage. Où on se dit, moteur Mercedes, bien sûr. partage Mercedes, Totalement. voiture sur des rails, Mercedes bis même. avec un vrai train avant. Et ne va-t-on pas retrouver le Sébastien Vettel de Red Bull? En tout cas, mieux que un Sébastien Vettel qui n'a pas d'avant du tout chez Ferrari et qui est en complète agonie. Et je suis vraiment dégoûté de me dire qu'il aura fait 41 courses chez Aston Martin et que c'est sur les 6-7 dernières, c'est sur la fin qu'on se dit, au fait, j'étais un quadruple champion du monde. Au fait, j'étais ce mec-là. Parce que ça fait quand même 3 ans que Sébastien Vettel, on ne le regarde plus vraiment. On le regarde plus depuis qu'il était à l'agonie chez Ferrari. Oui, 3 ans, c'est ça. C'est l'année dernière, 2000, l'année dernière et les 2 dernières années avant, quoi. Ouais, 2018 même. Depuis Hockenheim, Donc 2018. ça a scellé son destin. Parce que Oui. le fait qu'il n'arrive pas à redresser la barre chez Ferrari, les gens se sont sûrement dit, mais au fait, il n'arrive pas à redresser la barre chez Ferrari. Ferrari attend son titre depuis 2008, mais il est où? Ah non, il est pas De là. toute façon, c'est le lot de tout pilote qui arrive avec un bagage de champion du monde ailleurs et qui arrive chez Ferrari. Allemand, en plus. Ouais, voilà, c'est le baby Schumi en plus. Voilà. Mais voilà, je me dis, purée, je suis dégoûté d'avoir eu cette période de 3 ans et quelques où on n'a pas eu ce mec. C'était pas lui. Et ça l'a transformé. Là, il roule sans pression, il roule pour le plaisir. Et au final, il retrouve un petit peu la manière de piloter qu'il avait quand il était chez Toro Rosso ou quoi. Il te sort une déclaration et j'avais aucune possibilité Dommage. de dépasser avec le DRS. Du coup, il fallait que je dépasse à des endroits improbables. C'est génial. Et Voilà. tu vois, il fallait que d'autres pilotes te diraient, je peux pas dépasser. Ouais, je peux pas dépasser. Ouais, Lui, c'est trop lui compliqué. là, dans le triple droit, purée, mais C'est incroyable ce qu'il fait. Mais Il la perd à moitié que hein, sur je il me était Magnussen. 22h30, j'étais mais Je me pose debout vraiment de la faire ça, question. quoi. Son racecraft est toujours là. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je me pose la question, est-ce que il pourrait pas y avoir une possibilité de retour à terme? Bon, ça, on n'y est pas, mais Fais une pétition. je sais pas. Je on sais ferait pas. pas une pétition. Vous vous souvenez de ce que m'avait dit Mark Webber? Vettel est arrivé jeune, il a été champion jeune, il a eu des enfants jeunes, il partira à la retraite jeune. Ouais, Je sais bah, pas, c'est- il y a une écurie allemande qui va peut-être arriver. Je sais pas, est-ce que le projet Audi avec Sébastien Vettel. Peut-être en consultant spécial. Non, je mais sais consulte dans la voiture, putain. Il en a parlé, Non, mais vraiment, mettez-le dedans et consulte il en dedans. a parlé justement le fait, parce que Aston Martin, paraît-il, lui aurait proposé le troisième pilote Oui, réserve. Il a dit, pour un pilote comme moi expérimenté, ça sert à rien. Et il dit faut actuellement mettre le le Coucou troisième Daniel pilote, ça Ricciardo, sert à rien. Bien que son retour technique, il doit être phénoménal. Bah oui, mais à la rigueur, je le verrais plus chez Ouais, mais Mercedes ou. quand- Mais après, je pense que quand t'es pilote de Formule 1, tu veux piloter en course. Oui, c'est ça. Tu veux pas piloter dans le simulateur, quoi. C'est toujours. Mais aujourd'hui, je pense que, comme disait Thomas, il a envie d'aller prendre une 300 SL, faire une sorte de 1000 Emilia, Aller au Nürburgring. Non, mais oui, se faire un Nordschleife, réserver le Nordschleife 2 jours avec des potes et enfin voilà. C'est clairement le garçon à le faire, quoi. Ouais, et oui, enfin c'est pas un mec, c'est plus en tout cas un Sébastien Vettel qui est fait pour cette F1 là certainement. Il a dit qu'il était OK pour revenir à Suzuka s'il fallait faire un remplacement. Uniquement pense en Suzuka. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Le mec, pense c'est que le mec le- faut choisir. Vas-y. Le titre veut tout Les dire. courses à la carte. Quand on est là, Ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas. Il faut Exactement. oublier. Le- Tout peut s'oublier. tout peut s'oublier. Je suis pas sûr. Des errements perdus, des errements passés. Magnifique. Tu vas peut-être pas faire un Ouais, karaoké. ouais, pourquoi pas, allez. Franchement, le karaoké Tu m'as d'Abza, lancé. c'est franchement incroyable. Non, Alors moi, je l'ai vu au Grand Prix de France, Honnêtement, et j'avais pas pas vu venir, le truc. Je peux te dire que c'est interdit au moins de 18 ans cette histoire. C'est rageant, honnêtement, c'est vraiment rageant. Exactement, mais le message est passé. Si Sébastien Vettel, qui parle très bien français, nous écoute, Seb ne nous quitte pas, vous l'aurez compris. On vient Petit là. point, classement les gars, pilote et constructeur, ça y est,
Les 2 titres sont décernés. On va tout de suite faire quand même le bilan. 124 points d'avance pour Max Verstappen sur Charles Leclerc. L'addition est salée. Leclerc qui compte 2 points d'avance désormais sur Sergio Perez. Pour George Russell, l'écart se creuse. Et puis derrière, on voit qu'Hamilton se rapproche aussi de Carlos Sainz. Il revient tout simplement à 3 unités. Alonso, à l'époque, avait 71 points, mais il va falloir déduire les points bien sûr, de cette 7e place qui lui a été retirée. Puis du côté des constructeurs, on notera 187 points d'écart entre Red Bull et Ferrari, 53 unités entre Ferrari et Mercedes. Et puis on le voit aussi également, on le voit, mais il faudra refaire la mise à jour entre Alpine et McLaren. L'écart est bien évidemment resserré. Attention à cette lutte, Alfa Romeo, Aston Martin, la bascule n'est pas très loin. Un homme, vous ne l'avez pas vu ce week-end. Il n'est pas apparu dans la réalisation et pourtant, on lui a consacré un joli sujet dans Pole Position, l'émission bien sûr sur Winamax TV avant chaque Grand Prix. Cet homme, c'est Daniel Ricciardo. On s'est posé la question justement de savoir s'il méritait de rester en Formule 1. On l'annonce de plus en plus dans un rôle de pilote réserviste pour 2023, peut-être chez Mercedes, peut-être chez Red Bull. Voilà l'avis d'un homme toujours bien avisé, monsieur Brice Germain. Et puis Thomas et Hamza, je vous laisse revenir sur les propos de Brice juste après ça. C'est une solution intéressante pour Mercedes, à mon avis. Ils perdent Nick De Vries, qui part chez AlphaTauri. Ils se retrouvent avec un pilote qui a de l'expérience et du coup qui peut développer la monoplace. Pour moi, ça c'est très bien. Maintenant, pour Ricciardo, je trouve qu'il y a un décalage entre la réalité de comment il se perçoit et comment son management le perçoit lui et comment le paddock le perçoit. Aujourd'hui, Ricciardo préférerait sortir du jeu un an pour revenir l'année d'après dans un top team. Alors que tout le paddock le perçoit plus comme écoute, là, t'as plus trop le choix, il faut plutôt aller dans une petite écurie. Je pense que lui estime que, par rapport aux grosses écuries, il a une énorme cote, toujours. Et qu'il vaut 20 millions, que c'est un top pilote à aller chercher, et que pour le moment, c'est juste qu'il n'y a pas de place. Mais au moment où Ferrari avait une place, ils l'ont donné à Carlos Sainz, la place. Au moment où Mercedes avait une place, ils ont fait fonctionner quoi ? L'académie. Ils ont fait monter George Russell. Red Bull, ils sont allés chercher Sergio Perez parce que, pour le coup, histoire terminée avec Daniel Ricciardo et qu'il y a Max Verstappen. Aujourd'hui, Daniel Ricciardo, je pense qu'il a, à mon avis, des œillères devant les yeux et ne se rend pas compte qu'il n'est plus, à mon sens, intéressant pour les top teams. Si Alpine, dans la situation presque catastrophique dans laquelle il se retrouve au mois d'août, considérait quasiment dès le début que Ricciardo n'était pas une option, c'est que, à mon sens, il s'est grillé aux yeux des top teams et des teams du midfield. Est-ce que justement, Daniel Ricciardo n'a pas conscience de la perception du paddock ? Hamza, Thomas, qu'est-ce que vous pensez un petit peu des propos de Brice et de l'excellent avis de Brice Germain ? Moi, il m'a fait beaucoup de peine hier. Ah oui. Il m'a fait beaucoup de peine. Surtout après la course. Mais pendant, derrière Latifi. Pendant, en fait, moi je vais être très honnête, je ne l'ai pas vu, donc c'est vrai que à un moment il y avait tellement de choses en piste que même le classement sur la gauche, je voyais pas Ricciardo, bon ça m'a pas fait tilt. Par contre son passage en zone mixte hier, tu sens un homme touché psychologiquement. Tu vois, il y a toujours le sourire, mais tu sens qu'il est atteint. Il dit d'ailleurs dans ce passage, quand tu penses que ça ne peut pas empirer, c'est de pire en pire. Je ne sais pas comment je continue à continuer parce que dire que c'est douloureux, c'est un euphémisme. J'ai retrouvé à 6 secondes de Latifi très longtemps dans la course. Avec une McLaren. Voilà. Je laisse Thomas réagir, pardon. Non, mais surtout, c'est bien beau de sourire, mais ça fait pas aller plus vite. Ça attire les sponsors. En tout cas, c'est ce que disait Jean-Louis Moncet. Apparemment, le sourire lui a quand même accordé quelques crédits en plus. Oui, quelques crédits, mais il faut dire qu'il s'est fait plus d'argent, je pense, en rupture de contrat qu'en pilotant en Formule 1. Oui. En plus, également, pour Ricciardo, ça doit faire quand même beaucoup mal à ceux qui supportent McLaren, parce qu'il est arrivé donc chez McLaren en se disant, bon allez, c'est le sursaut, il faut qu'il y arrive, et il n'y arrive toujours pas. Un rôle de pilote essayeur, pourquoi pas ? Peut-être, j'ai entendu l'IndyCar, probablement NASCAR. Il veut pas ? Ou le Supercars. Il veut pas ? C'est dans l'australien. Mais après, il y a entre ce qu'il veut et ce qu'il peut faire. La Formule 1, je pense qu'il se rêve à une trajectoire à la Ocon où pendant 1 ou 2 ans, il végète chez Mercedes et peut-être qu'il sera promu quelque part. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et puis il n'y a pas le même âge. Il n'y a pas le même âge. Et en plus, Ocon était plus jeune et était sur une pente ascendante. Là, Ricciardo, à part faire des sourires pour les réseaux sociaux ou apparaître complètement
dévasté en zone mixte, il fait pas grand-chose. Et puis on le sent. C'est ça qui est malheureux parce que McLaren, une équipe qui a du prestige, et Ricardo, malheureusement, n'est pas là. Et Il est absent. On le voit en dehors des réalités en fait. Enfin, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il s'en va pour revenir dans un des 3 top teams. Et je ne pense même pas qu'il sait où il va. Ah, non, mais- Paraît-il, Red Bull AlphaTauri, pilote réserve là-bas, plus que Mercedes. Mhm. Moi, je dis pourquoi pas. Ouais, mais revenir chez son ex, c'est jamais une bonne idée, quoi. Ouais, mais au final, tu te Surtout dis, quand il y a bon, le bah, nouveau quand mari, c'est le pilote. surtout quand il y a le nouveau mari qui est là. Quoi. alors, pilote réserve Tsunoda, Et il s'appelle Sergio, Tsunoda et de T'as raison. pilote réserve de Tsunoda et de Vries. Bon, tu te dis bon quand t'es Ricardo effectivement. Mais moi, je vois surtout pilote réserve Red Bull. Si l'année prochaine, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si Sergio Perez n'arrive pas à convaincre, Ça peut t'as être quand une même un Daniel Ricciardo. Exactement. Dernier mot. Il y en a juste un qui doit jubiler. Il s'appelle Jean-Éric Vergne. Voilà. C'est tout. Exactement. Et si vous voulez avoir les explications de pourquoi il jubile, n'oubliez pas d'aller voir cette excellente émission Pole Position. Daniel Ricciardo est-il fini pour la Formule 1 ? On se pose aussi la question de savoir est-ce qu'il a été à un moment donné un peu surcoté ? Est-ce qu'il est actuellement sous-estimé, notamment par l'opinion et par les médias ? Allez voir Winamax TV, bien évidemment, Pole Position avec Lucas Parlefin, l'excellent Lucas Parlefin. C'est la fin de ce débrief, les amis. Il a été long aujourd'hui. On va se faire taper sur les doigts et à raison. Mais on se retrouvera quand même mercredi. C'est une bonne nouvelle. Regardez, avec les prochains rendez-vous. Est-on entré dans l'ère Max Verstappen ? On en parlera avec notre invité Thomas Volok qui nous a rejoint. Verstappen en 2022, une domination surprise, point d'interrogation. Un délit de sale gueule, c'est important. On va essayer de déconstruire aussi également un petit peu les idées reçues autour du champion du monde néerlandais. Et puis on se posera la question peut-être d'une nouvelle ère et de ce nouveau vent en tout cas qui semble souffler sur la Formule 1. Puis je vous rappelle aussi également que si vous n'êtes pas avec nous mercredi, on se retrouvera dès le week-end prochain avec 4 rendez-vous exceptionnels. La preview bien sûr de Pole Position concernant le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix qui sera à vivre aussi également en direct en intégralité sur Winamax TV. Et puis n'oubliez jamais la Brut Fan Zone F1 sur l'appli Brut bien sûr pour venir nous donner votre opinion à chaud après un Grand Prix. Thomas, merci beaucoup. Je te dis à mercredi. Brice et Germain, je vais dire. Brice et Hamza, excusez-moi. Merci encore une fois pour vos avis toujours aussi avisés. Et mercredi, on débat et on a hâte. Salut les amis.